Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. En cette dernière semaine d'octobre, les grands titres. C'est la semaine des proches aidants, soulignons-le, et dans cette optique se présente un premier colloque pour la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Une firme a produit une étude de retombées économiques régionales de l'exploitation de la cimenterie sur la MRC Rocher-Percé. Contes pour les enfants, illustratrices, rencontres avec des auteurs, les bibliothèques de la Gaspésie ont ouvert leurs portes. La 10e édition est bien lancée à Passepébiac de la Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs. 150 personnes ont répondu à l'invitation de l'Association du cancer de l'Est du Québec en se faisant raser les cheveux. C'est samedi le 17 octobre que s'est tenu à la place du Havre à Chandler le défi Tête à prix. C'est la 10e année cette année, puis nous, c'est la 8e année. Comment ça s'est déroulé ta campagne? Parce que j'ai que tu as fait un travail extraordinaire. Ça a bien été? Oui, cette année, ça a super bien été. Moi, c'est ma 6e année. En fait, j'ai été tête d'affiche en 2010, puis là, c'est ma 6e année à moi que je suis impliquée de proche. C'est la 2e fois comme tête d'affiche. La 3e fois que je me fais raser. Donc, cette année, ça a bien été, je te dirais, Serge. C'est sûr que c'est la 10e année et les gens... le défi s'essouffle quand même un peu, mais il y a quand même encore, après 10 ans, une bonne réponse du public, ce qui fait que, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle moi, je suis encore là. Après toutes ces années-là, c'est que je trouve que les gens répondent tellement bien dans notre MRC. Les gens sont généreux. Les gens, quand ça vient le temps de s'impliquer pour une cause comme celle-là, les gens sont présents. Je pense que tu as une bonne nouvelle à annoncer aux gens, hein? Oui. Bien, cette année, en fait, moi, je me suis dit, je ne quitterai pas d'argent cette année. Donc, je n'ai pas fait de sollicitation monétaire. J'ai organisé quelques activités et tout, mais je n'ai pas demandé d'argent à personne. En fait, j'ai organisé des choses, mais moi, mon but, c'était vraiment de recruter des gens qui allaient se faire raser. Et en date d'aujourd'hui, le nombre d'inscriptions était à 30, ce qui est le nombre le plus élevé pour tous les sites là, de l'Est du Québec. Donc, on a plus de personnes qui vont se faire raser à Chandler qu'à Rimouski. Et c'est bien, c'est bravo à toi. Il y a plein d'autres activités aussi que l'association finance, comme Bel et bien dans sa peau, les femmes qui apprennent à se maquiller et tout, quand ils ont perdu leurs cheveux ou quand ils ont perdu un sein, apprendre à retrouver une certaine féminité. Il y a des prêts de perruques aussi, plein de services vraiment offerts aux gens de l'Est. Donc, c'est de l'argent qui revient directement aux gens de chez nous. La campagne de solidarité a permis de récolter 142 000 $, dont un peu plus de 25 000 puisés dans la MRC Rocher-Percé. Depuis plus de 30 ans, l'Association du cancer de l'Est du Québec réinvestit au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, aux îles et en Gaspésie. L'étude ne sera pas rendue publique, mais nous avons eu droit à une synthèse du rapport sur les retombées économiques locales de l'implantation de l'usine à Port-Daniel. L'étude a été faite par la firme Stratem. Nous avons demandé à cette firme de préciser les retombées régionales et d'analyser la portion la plus probable de ces retombées pour notre municipalité et notre MRC. Puisque les retombées locales n'ont pas été évaluées à l'aide d'un modèle statistique connu, la marge d'erreur peut être importante. Pourtant, de grands titres lancés nous ont marqués. Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci de vous être déplacés en ce jour d'élection. Alors, on a quand même un sujet intéressant et important à partager avec vous aujourd'hui. Alors, je profite de l'occasion. Mon nom est Jean-Philippe Chartrand. Je salue la présence de nos élus, des représentants de la Chambre de commerce également, ainsi que nos partenaires. Alors, quelques données, quelques résultats de l'étude. Premièrement, les emplois directs, ce que j'appelle autant les salariés de mécanisme que aussi les emplois en impartition, les gens qui sont localement là, sur le site de la cimenterie, parmi des sous-traitants et des organismes partenaires. On parle de 153 emplois qui vont se distribuer le plus logiquement possible entre la MRC de Bonaventure et la MRC du Rocher-Percé. Ces chiffres-là, ceci dit en passant, ont tous été confirmés par l'entreprise Ciment Mécanisme. Ces 153 emplois-là, ça veut dire une masse salariale nouvelle, directe, récurrente, annuelle de 11 millions de dollars. Ce qui est intéressant, c'est surtout la braquette salariale. Donc, les travailleurs, les emplois directs créés par Ciment Mécanisme, ces gens-là vont représenter à eux seuls près du quart des salariés dans la braquette 60 000 à 80 000 $.
Mais c'est important, si vous avez des questions par rapport à ces chiffres-là, si vous voulez en discuter davantage, vous me contactez. C'est un résumé de l'étude. C'est certain que l'étude complète, on a une entente avec Ciments Mécanisme de ne pas la rendre publique dans son intégralité. Donc, selon les données que vous souhaitez utiliser, que ce soit pour vos plans d'affaires, vos plans stratégiques dans vos organisations diverses, il y a moyen malgré tout d'échanger sur ce sujet-là. Cette étude nous éloigne du chantier de construction de Ciments Mécanisme et nous plonge plutôt dans les opérations où on va être capable de voir les impacts des taxes foncières, des achats de fournitures, ainsi que la grosse masse salariale qui va être injectée dans notre milieu qui n'était pas là auparavant. On m'a dit qu'en affaires, il y a des moments clés où on doit développer nos entreprises pour retenir et gagner des nouveaux clients. Mais ça arrive aussi qu'on doit attendre d'avoir une nouvelle base économique et des nouveaux clients avant de pouvoir injecter et investir dans nos entreprises. J'ose croire que Ciments Mécanisme va nous donner cet élan et nous permettre d'avoir un nouveau pouvoir d'achat, un nouveau pouvoir de consommation qui va propulser nos entreprises à l'avant-plan du développement économique de notre région. Parce que Ciments Mécanisme peut être une cimenterie, mais ça peut aussi être le réel levier économique qui se doit d'être. Un programme municipal de soutien au développement résidentiel de Port-Daniel-Gascon serait à venir. On cherchera à développer de nouveaux outils pour les nouveaux arrivants. Les retombées sont donc espérées dans tous les marchés de consommation car les travailleurs vont investir ici. C'est tout un réseau qui s'enrichit et on estime ainsi que les habitudes de consommation des travailleurs sera comparable à la moyenne québécoise. Le 6 novembre, à Bonaventure, débute un premier colloque « Moments dignes de mémoire » mis en œuvre par la Société Alzheimer de notre région. Pour nous parler de l'organisme et de ses services, écoutons Mme Suzanne Bourget. Et notre mandat, c'est de donner des services aux personnes atteintes, mais aussi aux proches aidants qui s'en occupent. Et Dieu sait que ces gens-là donnent beaucoup de leur temps et de leur cœur pour s'occuper des personnes atteintes. Donc, des services de quoi? D'écoute téléphonique, de visite à domicile, d'information, de formation, de support. On parle de combien d'usagers qui ont besoin de vos services? Je ne sais pas les chiffres exacts par MRC. Dernièrement, le 21 septembre, c'était la journée mondiale de l'Alzheimer. Puis je me rappelle entre autres au Québec, 125 000 personnes atteintes. Et on craint qu'avec la prochaine génération, ça double. Donc, avec notre population vieillissante de la Gaspésie, on a notre lot de personnes atteintes. Donc, d'où l'importance de donner des services partout sur le territoire. Notre premier colloque régional se tient à Bonaventure le 6 novembre, c'est un vendredi, sous le thème « Moments dignes de mémoire ». Donc, ce qu'on souhaite, c'est, on a 3 conférenciers, le docteur Robillard de Montréal, qui va venir nous parler de la maladie, mais surtout de l'évolution de la recherche, c'est important, parce qu'on veut aussi teinter le colloque d'espoir dans l'avenir. Il va y avoir la clinique de la mémoire excusez-moi, là, la nouvelle abréviation, mais du Centre de santé de la Gaspésie, qui va venir nous parler de leurs 2 années d'existence et comment ça va évoluer dans le futur. Puis finalement, on va avoir Mme Nicole Poirier d'une ressource d'hébergement de Trois-Rivières qui va nous parler de l'approche Carpe Diem, qui est vraiment une approche centrée sur la dignité des personnes atteintes de l'Alzheimer. Et c'est ouvert à qui, ce colloque-là? C'est ouvert aux toute personne qui s'intéresse à la maladie, aux proches aidants, aux professionnels de la santé, aux ressources communautaires, toute personne interpellée d'une manière quelconque par la maladie. Et ce qu'on veut, c'est partager des connaissances, harmoniser nos pratiques, puis être capable de regarder en avant avec espoir. Donc, c'est vraiment là, un rendez-vous. Mettez ça à votre agenda, le 6 novembre à Bonaventure. Il va y avoir aussi une 12aine de kiosques de différentes ressources du milieu en lien avec la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un beau moment. Il va y avoir un système de transport de Grande-Rivière à Bonaventure pour faciliter la participation des gens. Alors, on peut me rejoindre au bureau au 689-6480 et je retourne mes appels. Sinon, mon cellulaire, n'importe quand, 680-2161. Merci. Merci. Cet automne, une importante activité de financement est organisée pour recueillir des fonds afin d'effectuer de la rénovation extérieure pour le siège social de la Société Alzheimer Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Le siège social est à Bonaventure. Un total de 300 billets seront à vendre d'ici au 23 décembre au coût de 100 $. On essaie d'aller chercher 25 000 $ avec cette campagne. Rappelons que l'organisme a acquis un immeuble pour implanter le siège social à Bonaventure et le point de service.
Des travaux majeurs de rénovation ont été nécessaires à l'intérieur du bâtiment et ont permis d'installer des bureaux pour les employés, une salle de conférence pour accueillir les groupes de soutien, un centre de documentation et un espace convivial pour recevoir des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pendant les activités. L'offre des activités de l'organisme comprend également l'accréditation d'un programme de formation sur la maladie d'Alzheimer à l'intention du personnel des établissements de santé, des ressources intermédiaires et communautaires de la région. Les levées de fonds sont loin d'être terminées. Isolement, abnégation de soi, épuisement, appauvrissement. Le portrait des proches aidants n'est pas rose. Cette semaine, on dédie du temps à ces accompagnateurs qui s'effacent derrière la maladie. Je suis Serge Soucy, coordonnateur pour l'association des proches aidants, les Anges gardiens. Cette année, le thème c'est sur le thème de « Je suis proche aidant et j'ai besoin d'être reconnu ». Ce qu'on a remarqué, c'est que près de 20 de la population des 15 ans et plus sont des proches aidants. Ils forment la structure portante du réseau de la santé, car ils assument 80 du soutien à domicile. Donc, à travers le Québec, des groupes de proches aidants organisent diverses activités, afin de souligner cette semaine sous le signe de la reconnaissance. Au niveau de notre association, on s'est collé sur le regroupement des aidants naturels du Québec parce que vous vous imaginez qu'une petite poignée mince comme ça à percer, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors, on s'est jumelé avec un regroupement qui réunit toutes les associations de proches aidants au Québec. Et ce regroupement-là, c'est eux qui nous fournissent en ce moment le matériel pour la Semaine des proches aidants. Par rapport au thème de la Semaine des proches aidants, je suis proche aidant, j'ai besoin d'être reconnu, c'est que lorsque je rencontrais des gens, on se demandait tout le temps, mais comment va ton père? Comment va ta mère? Comment va ta fille? Comment va ton garçon? On prenait des nouvelles des autres, mais jamais de nous-mêmes. Jamais. Ça m'a frappé à un moment donné jusqu'à quel point on devenait invisible. Comme le film Partenaire invisible, c'est-à-dire que la personne que j'avais en face de moi ou à côté de moi, qui était une proche aidante, jamais on parlait de nous. On parlait toujours de la personne que l'on aidait. Et c'est à partir de ça, je me suis dit, bon, là, je vais rencontrer d'autres personnes qui font la même tâche que moi, puis quand on va se parler, proche aidant à proche aidant, on va se parler de nous-mêmes, de ce qu'on vit, de nos besoins, de notre réalité, de nos difficultés, de nos problèmes, de nos émotions. Ensemble, on va s'en parler. Et cette réalité-là du proche aidant, elle est très mal connue. Ce qui fait que y a des gens qui, à un moment donné, ils peuvent se permettre de nous donner beaucoup de conseils, mais qui sont absolument hors contexte parce qu'ils ne sont pas dans cette réalité-là. Alors, le début, ça a été vraiment une question de survie, c'est-à-dire, je suis proche aidante, mais j'ai besoin d'aide, je suis toute seule là-dedans et je ne peux pas faire ce chemin-là en demeurant toute seule. Ces gens-là se reconnaissent, mais nous, on ne peut pas les reconnaître parce qu'ils ne se sont pas projetés en avant. Ils ont tendance à se mettre à l'arrière. Fait que l'association veut faire reconnaître ça, reconnaître leur réalité. Parce que les gouvernements, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, nous, on a une volonté de garder nos gens le plus longtemps possible dans leur milieu de vie, ces choses-là, mais il y a des conséquences, il y a des investissements avec ça. La semaine va débuter le dimanche, le 1er novembre, avec un kiosque d'information au centre d'achat à Chandler de midi à 16h. Nous allons aussi demander aux gens, s'ils veulent s'identifier comme proche aidant, leur remettre une carte symbolique, une carte de membre sans aucun coût pour devenir s'identifier proche aidant qui nous permettent de pouvoir les rejoindre plus facilement. Suite à ça, le lundi, le 2 novembre, on va présenter tout au long de la semaine la présentation du film Partenaire invisible. La première présentation va avoir lieu au centre communautaire L'Oasis de Percé à 13h. Pour le mardi, le 3 novembre, à ce moment-là, le film sera présenté
en version intégrale française, sous-titrée en anglais, pour notre population anglophone. Ça va avoir lieu au Vieux Couvent de Port-Beau-Mills, mais c'est à 11h15. Le mercredi, c'est à la salle de spectacle Thomas Morisset, à l'école polyvalente Monseigneur Sévigny. C'est à 19h. Puis là aussi, il va y avoir différents partenaires qui vont être sur place. Il va y avoir une animation qui va se faire à l'après. Cette semaine dédiée aux proches aidants est une nouveauté dans la région. Si vous l'êtes, prenez une pause, sortez, venez parler, venez voir qu'il y a des gens qui sont dans le même drôle de bateau que vous. Votre santé en dépend. La 3e semaine d'octobre a souligné l'univers du livre, des auteurs, des services dispensés dans nos bibliothèques publiques. Nous avons fait le tour de nos bibliothèques en ce Festival du livre pour rencontrer une illustratrice et 3 auteurs, dont Perrine Leblanc. Elle a exercé les métiers de correctrice et d'éditrice, notamment chez les MEAC, avant de faire paraître en 2010 son premier roman, L'Homme blanc. Bienvenue, Perrine. Merci. Oh non. Tu es là pour parler d'un roman en particulier ou pour rencontrer dans un contexte de processus d'écriture? Qu'est-ce que tu fais avec les gens? C'est tout ça. J'ai 2 romans. J'ai écrit 2 romans, donc j'ai pas une œuvre là, encore derrière moi. Mais c'est essentiellement le dernier roman, Malabour, qui est paru l'année dernière, mais qui met en scène, je mets en scène dans ce roman-là la région natale de ma mère, donc coin de Carleton, Nouvelle, Saint-Omer. Je suis née à Montréal, mais j'ai grandi à Victoriaville. Je ne sais pas si vous connaissez Victoriaville. C'est une ville de près de 40 000 habitants. C'est entre Montréal et Québec. Et c'est une ville qui est très, très, très homogène. Et c'est plate, une ville homogène. Pour les gens curieux comme moi, évoluer dans une ville comme ça, c'est mortifère. Et pour m'échapper, vraiment pour m'évader de ça, pour me sauver aussi un peu moralement, j'ai eu besoin d'aller ailleurs. Mais comment changer de pays quand on a 14 ans, quand on parle pas d'autre langue que le français, on baragouine un peu l'anglais, bien on lit. L'auteur de Malabour a sillonné de Port-Daniel à Pointe-à-la-Croix 8 lieux en 3 jours pour parler du roman littéraire. La tournée s'est autrement colorée en compagnie de l'illustratrice de Percé, Mylène Henry. Mylène est née à Bonaventure en, peux-tu le dire? En 75. En 75. Je l'assume. En 95, elle termine ses études en graphisme au cégep de Rivière-du-Loup et se spécialise par la suite à l'Université Laval afin de devenir illustratrice. Eh bien, j'ai commencé par naître en Gaspésie. Et puis, j'aime tellement la nature, la Gaspésie, que ça m'a donné le goût de dessiner, de peindre très jeune. Et ma mère, qui était extrêmement gentille, m'a inscrit à des cours de peinture à New Richmond. Donc, c'est le premier tableau que j'ai peint, les girafes. Moi, j'étais fascinée par les œuvres de Salvador Dali quand j'étais jeune. Fait qu'il reprenait des personnages, puis il en créait justement un paysage. J'ai toujours été inspirée par le surréalisme, de faire des choses qui se peuvent pas. Chaque artiste a parlé de son parcours, ses méthodes, processus de création. Les jeunes ont aussi été initiés au métier. Cette semaine, il y a une fête à la bibliothèque. Ça s'appelle le Festival du livre. On fête le livre. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis avec Sylvie pour l'heure du conte, parce qu'on va faire quelques contes spéciaux. Il ne faut pas le dire aux adultes. Une tournée colorée, riche en culture, dont vous pourrez suivre les chroniques sur nos prochaines éditions des Nouvelles d'ici. Un vendredi par mois, il y a match d'improvisation au Centre culturel de Passepébiac. Beaucoup de recrues cette année se lancent sur la patinoire déjà occupée par des joueurs chevronnés. C'est la 10e saison chapeautée par les productions à tour de rôle. Et la Ligue d'improvisation a déjà un public fidélisé.
il y a des recrues cette année. Le match d'ouverture à Passepébiac a commencé en fébrilité pour ces nouveaux joueurs, malgré les participants d'expérience et l'arbitre Julien Leblanc, qui exerce le métier de zèbre avec confiance régulièrement. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, focus. Je suis avec des parents d'une recrue. Ils sont très nerveux pour leur fille, mais c'est pas leur premier match qu'ils viennent voir. Hein? Vous êtes quand même des bons réguliers de l'improvisation. Oui, en tout cas, moi, je viens souvent. Tu as participé à des shows aussi, je pense, avec de la musique, non? Oui, aussi, oui, de l'impro musicale avec des gens qui jouent ici des fois. Je pense que ça arrive 2 fois par année à peu près. C'est la première fois que je viens voir cette ligue-là. J'ai beaucoup vu la Ligue d'impro il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans. Mais actuellement, là, c'est une nouveauté pour moi de venir ici. J'ai bien hâte de voir où est-ce que c'est aujourd'hui dans la baie des Chaleurs, comment ça se passe. Ouais. Merci d'être venu à ce premier match d'improvisation du Centre culturel de Passepébiac à Passepébiac. Chez les Jaunes, vous pouvez voir Édith Bélanger, Alice Beaulieu, Mathieu Harton et de dos le capitaine Ghislain Gagnon. Fusillade mixte, donc qui inclut... Pour les Noirs, Joanie Poirier, Pierre-Philippe Allard, Anaïs Tremblay-Bourque et le coach Laurence Lépine. Je suis avec Laurence Lépine, joueur avec beaucoup d'expérience et capitaine des Noirs. C'est votre premier match ce soir à Passepébiac. C'est quoi la stratégie pour votre équipe? C'est sûr que c'est le premier match. Les gars puis les filles aussi, on a des filles aussi. Il fait chaud dans le jackstrap pour tout le monde. Là, fait que, on va essayer de travailler fort dans les coins. Victoire! T'as-tu vu ça? C'était les 30 secondes les plus impressionnantes de toute ta vie. Cette victoire, mon cher novice, n'est que le début d'une longue route. Vous êtes encore un tigre de papier qui ne demande qu'à se faire vulgairement froid. Oh, maître de l'origami! Je suis avec Ghislain Gagnon, capitaine des Jaunes. Deuxième match pour l'équipe des Jaunes. Vous avez remporté le premier. Il y a de la pression. Tellement pas. Non, parce que non. On joue avec des gens qu'on aime. On joue avec, on joue pas contre, nous autres. C'est ça qui est le fun avec la Libre depuis quelques années, c'est qu'on joue avec l'autre équipe. Puis je sais que ça paraît cliché puis cucu, mais c'est ça pareil. Vous avez gagné le premier match. Et c'est quoi ta stratégie pour ce soir? Avoir du plaisir, jouer en équipe. C'est très important. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Ghislain Gagnon. La victoire sera remportée par l'équipe des Jaunes 9-5 sans pénalité accumulée. La Ligue joue aux 2 semaines, une fois à Carleton et l'autre à Passepébiac. Le prochain match sera le 6 novembre à Carleton. Les joueurs s'y préparent déjà. C'est lors d'un colloque annuel que le prix Reconnaissance 2015 de Femmes Essor Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a été attribué à Suzanne Leblanc des entreprises Léo Leblanc et Fils, spécialisée en construction et réparation de bateaux, agrès de pêche et équipements de navigation à Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine. La femme d'affaires Suzanne Leblanc excelle dans ce secteur d'activité et contribue au développement socio-économique par ses réalisations et son rayonnement, en plus de démontrer un engagement soutenu dans sa communauté. En plus de la reconnaissance par ses pairs, la lauréate des Îles-de-la-Madeleine a remporté une bourse de 750 $. On lui a offert aussi 2500 $ pour un plan média et 5 placements publicitaires dans des boîtes de diffusion différentes d'une valeur approximative de 5 000 $. Un beau cadeau d'affaires des partenaires de Femmes Essor. Le CI3S de la Gaspésie a obtenu un rehaussement du financement pour le projet de rénovation de l'urgence de l'hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé, ce qui permettra de moderniser l'urgence de l'hôpital, principalement les 6 salles de consultation et les 6 civières, dont une de choc. Le projet comprend également la mise en place d'une unité de soins intensifs à proximité de l'urgence. Les nouveaux équipements faciliteront grandement la dispensation des services aux usagers, a pour sa part déclaré Mme Joanne Méthode de l'institution. N'oublions pas de soutenir nos jeunes, l'éducation publique, les professeurs lors d'une première journée de grève ce mardi 27 octobre. D'autres pourraient être nécessaires les 12 et 13 novembre et les 3 premiers jours de décembre. Il faudra s'organiser avec nos petits pendant que les grands vont mener les combats sur le front. Notons que le syndicat des professeurs d'ici ont tardé à manifester publiquement, contrairement au restant de la province. Une coquille s'est logée dans nos reportages sur la marche des femmes sur notre site Web. On peut y lire 45e marche mondiale des femmes au lieu de 4e marche des femmes. C'est une grosse erreur.
Veuillez nous excuser. Après la pause, on espère un vent de changement avec le nouveau gouvernement libéral au pouvoir. Nous recevons M. Gaétan Cousineau d'Action Chômage. Restez avec nous, des chroniques tout en musique avec Viviane Audet et sur la qualité de vie à offrir à nos arrivants s'en suivront. Vous avez des idées de reportage, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir. Pour de bonnes histoires, passez voir votre libraire. On est avec Gaétan Cousineau d'Action Chômage, coordonnateur. Ça va bien? Oui, très bien. Très heureuse de vous recevoir parce qu'avec tous ces bouleversements politiques-là, ces vents de changement, on espère du changement aussi dans l'assurance chômage parce que c'était quand même un cheval de bataille pour nos politiciens qui sont maintenant élus. Je vous relance tout de suite, j'en ai trop envie. Madame Leboutillier qui a dit qu'il voulait s'occuper à ça, c'était une de ses priorités d'aider à remettre sur ses patins cette réforme-là et ou peut-être même enlever complètement la réforme Harper, on ne le sait pas. Et son gouvernement majoritaire qui souhaite aussi des améliorations au régime. Est-ce que vous avez des prévisions sur la chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez vraiment qu'ils vont s'attaquer? Ça peut être une de leurs priorités? Oui, disons que les chômeurs sont heureux qu'il y ait un changement de gouvernement, puisque depuis 2012, vous l'avez mentionné, il y a eu des modifications très importantes à la loi d'assurance chômage faite par les conservateurs. Les libéraux, durant tout le temps de la campagne, ont confirmé qu'ils feraient des modifications importantes à la loi d'assurance-emploi. Probablement qu'ils vont la moderniser, puis c'est une loi qui date de 1940, donc le genre de travail actuellement a changé, donc ce n'est plus les emplois permanents qu'on avait autrefois. Madame Leboutillier, on s'est rencontrés à plusieurs reprises dans les dernières années pour parler d'assurance chômage, comme quand elle était préfète à la MRC. Et je parle d'une convaincue. C'est une dame qui est vraiment convaincue qu'il faut faire des modifications à la loi d'assurance chômage. Elle vit quotidiennement avec les difficultés que les travailleurs en manque de travail ont ici dans la région. Donc, j'imagine que ça sera un de ses chevaux de bataille. Est-ce que vous croyez qu'un gouvernement avec un chef plus jeune pourrait aller jusqu'à consulter des organisations comme la vôtre pour établir un nouveau régime? Disons, lorsque les conservateurs ont fait la dernière réforme, personne n'a été consulté. Autrefois, avec les anciens libéraux là, de M. Chrétien et Martin, lorsqu'ils déposaient un projet de loi, il y avait des commissions parlementaires où les groupes de chômeurs, les groupes de défense des chômeurs étaient invités à venir donner leur opinion, qui était rarement écoutée. Oh. Ils étaient entendus, mais non pas écoutés. Donc, on s'est un peu découragé dans les dernières années de M. Martin et de M. Chrétien, où on allait là absolument inutilement. Et bien sûr, M. Harper, lui, a fait ses modifications sans consulter personne. Espérons qu'on reviendra au mode où les gens qui sont en première ligne puissent être consultés lorsqu'ils veulent faire des modifications à la loi d'assurance chômage. On a déjà établi, nous, des prémices, des bases de ce que l'on croirait être un bon régime d'assurance chômage adapté aux années 2000. Maintenant, est-ce qu'on nous écoutera? Je ne sais pas. L'avenir va nous le dire. Parce qu'il faudrait faire une autre marche, sinon, pour traverser le Canada, puis manifester comme il y a 75 ans pour avoir un bon régime. Oui, bien, c'est ce qui avait provoqué la marche des chômeurs de Calgary à Ottawa. Ça avait provoqué la mise en place de la loi d'assurance chômage à ce moment-là. Je pense que
Le temps est venu pour un gouvernement responsable, un gouvernement qui se dit proche de la population. Le temps est venu là, de poser des gestes concrets pour protéger la classe moyenne. Et c'est la classe moyenne qui utilise le régime d'assurance-emploi le plus. Et on sait que de plus en plus, les emplois deviennent atypiques, à contrat, des emplois de remplacement pour des vacances, pour des congés de maternité et ainsi de suite. Donc, on n'est plus capable de travailler à l'année pour pouvoir se qualifier avec le nombre d'heures actuellement qui a triplé depuis 1996, où on a converti de semaine en heure l'exigence d'accessibilité. Et c'est propre à la génération X, Y, les générations qui s'en viennent aussi. Plus ça va aller, plus les emplois vont être modulaires, cycliques. Absolument. Alors, il y a besoin d'un vent de changement avec un ministre plus jeune, on espère qu'il va avoir une attention portée vers ces assouplissements-là qui seraient nécessaires. Et ce que vous dites est confirmé aussi par les taux de chômage régionaux. Actuellement, en Gaspésie, notre taux de chômage varie toujours entre 16 et 20 %. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes sont en manque de travail pour toutes sortes de raisons. Lorsque la moyenne provinciale est à 7 ou 8 %. Alors, on est toujours 2 ou 3 fois dans notre région, comme certaines autres régions au Québec, avec des taux de chômage très élevés. Donc, ça confirme qu'il faut absolument adapter ce régime-là aux régions et non pas faire un régime à travers le Canada sur les mêmes bases d'accessibilité. Si je peux me permettre d'être l'avocat du diable, au provincial, il y a présentement une dévitalisation des régions, ce qui fait que les gens vont avoir éventuellement autre choix que d'aller travailler à l'extérieur de la région s'ils veulent se trouver de l'emploi. Je présume que ça va être un petit peu plus difficile. Oh, mais c'est ce qui se passe d'ailleurs depuis 4, 5, 6 ans, depuis la fermeture de Murdochville, depuis la fermeture de la Gaspésia et de Smurfitstown à New Richmond. Alors, il y a plein de familles qui ont déménagé. Il y a plein de gens actuellement dont les familles sont encore ici, mais qui doivent aller travailler soit dans l'Ouest canadien, soit sur la Côte-Nord, où il y a des gros chantiers. Alors, ça devient un danger familial que les pères doivent quitter là, pour aller travailler à l'extérieur. L'autre parent doit demeurer avec les enfants, s'occuper de la besogne, et ainsi de suite. Et on sent et on voit aussi une augmentation des problèmes sociaux quand on parle aux intervenants du CLSC et ainsi de suite. On voit qu'il y a des perturbations dans beaucoup de familles à cause de ce régime de travail éloigné. Alors, si on assouplissait, par exemple, le temps d'attente, on pourrait prendre un peu plus le temps de se retourner avant de se trouver un emploi, de créer son emploi ou de rentrer dans un nouveau réseau ou même un nouveau travail pour pouvoir vivre. Ça permettrait aussi aux familles d'amoindrir leur revenu qui est en manque. Alors, autrement dit, là, on s'appauvrit régulièrement, continuellement, quand on est sur l'assurance chômage, parce qu'on est à 55 % seulement du salaire qu'on gagnait lorsqu'on travaillait. Alors, ça aussi, c'est 55 % où il y a une majoration pour ceux qui ont des gros salaires, je crois. Non, il y a une majoration pour ceux qui gagnent peu et qui ont des enfants à charge. OK, mais il n'y a pas, je pense que tu ne peux pas gagner plus que tel montant sur l'assurance chômage. Non, mais ce qui est assurable, il y a un montant maximum assurable. Donc, le montant assurable est, je crois, environ de 50 000 $ cette année. Donc, ça permet d'avoir du chômage là, jusqu'à 530 $ par semaine. Lorsque tu gagnes le salaire de 50 000 $. Et si tu gagnes plus que ça? Si tu gagnes plus que ça, tu ne payes plus d'assurance chômage. Ah, OK. Mais tu ne retireras pas plus si tu tombes sur le chômage. Tu vas retirer 530 quelques $ basés sur le 50 000 de revenus. OK. Donc, c'est un système assez complexe et, comme je disais, il n'est pas adapté au temps d'aujourd'hui parce qu'en réalité, notre travail saisonnier est à peu près à 60 % du travail ici en Gaspésie. 60 % des emplois sont saisonniers. Donc, si vous parlez d'un travailleur saisonnier qui travaille 12, 14, 16 semaines, il va gagner 12, 13, 14 000 $ et il recevra peut-être une dizaine de mille dollars de prestations d'assurance-emploi. Donc, ça fait un revenu total pour la personne de 25 000 30 000 $ au maximum. Alors, dans les années 2015 25 000 30 000 $, là, tu ne vis pas vraiment riche. Et surtout que tu dois attendre 2 semaines pour avoir tes premières prestations. Non.
Je m'excuse. Tu dois attendre 2 semaines avant que le dossier puisse être mis en marche. Et ensuite, tu attends un autre 4, 5, 6 semaines, très souvent, pour avoir ton premier chèque de prestation. Si tout va bien dans ton dossier, si tu as quitté, tu as fait un départ volontaire ou tu as été mis à pied pour inconduite, là, il y a une enquête qui se déclenche. Et là, tu dois aller en revision. Ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir une réponse. Pendant tout ce temps-là, tu n'as pas d'assurance-emploi. Et si ta réponse est négative, tu peux aller un palier supérieur au tribunal de la Sécurité sociale où il faut au moins 5, 6, 7 mois avant de pouvoir être jugé là au tribunal. Donc, pendant tout ce temps-là, tu n'as pas d'assurance-emploi. Donc, tu dois trouver des alternatives, aller travailler à l'extérieur, aller sur l'aide sociale. Ou aller travailler dans une job qui t'intéresse moins, qui n'est pas ton domaine, Ouais, qui paye moins. Mais la loi maintenant exige que même si ça t'intéresse moins, même si ce n'est pas dans ton domaine, tu es obligé de l'accepter avec la réforme Harper. Et c'est ce que le gouvernement libéral veut annuler parce que ça n'a comme pas de bon sens que tu dois accepter 70 % d'un salaire qui n'est jamais un salaire extravagant là, dans les domaines saisonniers. C'est toujours 14, 15, 16 $. Alors, à ce moment-là, tu vas redevenir au salaire minimum, même si tu as 20 ans d'expérience. Alors, il y a comme quelque chose qui ne va pas vraiment là, dans la loi d'assurance-emploi. Il faut absolument la moderniser. Bien, j'espère que ça va se moderniser. Vous nous avez parlé, là, je vais retourner à mes questions, excusez-moi. Vous avez parlé d'assouplir le temps d'attente, peut-être aussi changer le taux de 55 %, le monter un peu plus haut pour un peu refléter un peu plus notre réalité économique actuelle. Bien, si on regarde ce qui se fait dans notre pays, là, au provincial, si vous êtes sur la CSST, vous pouvez bénéficier d'un taux d'à peu près 80 ou 90 % non imposable. Quand vous êtes sur l'assurance automobile, c'est exactement un peu le même principe. Et à l'assurance chômage, c'est à peine 55 %. Alors, il y a comme un déséquilibre là, sur les lois qui protègent ceux qui sont en difficulté. C'est clair que le gouvernement, peu importe quelle couleur il est, ne veut pas qu'on soit sur l'assurance chômage. C'est une caisse qui rapporte quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Tout le monde en paye. Et bien, c'est ça, c'est de l'argent qui peut s'accumuler. Ça fait que, C'était le principe premier de M. Harper, c'est que tout le monde travaille à n'importe quel salaire, dans n'importe quelle condition, et qui paye des cotisations à l'assurance-emploi, et que le gouvernement ne paye pas de prestations. C'est la raison pourquoi, depuis les années 94-95, il s'est accumulé dans la Caisse d'assurance-emploi 57 milliards jusqu'en 2000, où le gouvernement chrétien, les anciens libéraux, ont volé cette caisse-là, ils ont mis ça dans le fonds consolidé du gouvernement pour payer plein d'autres choses que des prestations. Et depuis ce temps, la Caisse fait des surplus d'environ 1 milliard à 3 ou 4 ou 5 milliards par année. Et pendant que ces milliards-là sont faits, il y a un pourcentage quand même assez élevé qui n'ont pas accès à l'assurance chômage. Absolument. Bien, pour pouvoir arriver à faire ces surplus-là, vu la baisse des cotisations continuelles des derniers gouvernements, bien, c'est sûr que la Caisse rapporte un peu moins. Donc, on doit couper l'accessibilité pour pouvoir faire des surplus qu'on puisse utiliser et appliquer au déficit annuel à tous les ans. À tous les ans, dans le dernier budget, le gouvernement fédéral a pris environ 1,5 milliard dans la Caisse d'assurance-emploi. Alors, je comprends qu'en 2016, il pourra faire un déficit zéro. Il devait faire un déficit zéro parce qu'il pourrait venir chercher quelques 2 milliards dans la Caisse d'assurance-emploi. Et soyons populistes un peu, là, c'est le peuple qui paye l'assurance chômage et le premier qui va en souffrir d'accessibilité à cette ressource pour se retourner, bien, c'est encore le peuple. Absolument. Et quand les gouvernements décident d'aller chercher de l'argent dans cette caisse-là, c'est pas nécessairement annoncé, ça peut se faire sans grands éclats, on peut ne pas le savoir avant la fin de l'année. On s'en aperçoit lorsqu'on lit, on dit que le diable est dans les détails du budget. Et c'est là qu'on voit où le gouvernement fédéral a puisé ses revenus pour pouvoir amoindrir son budget. Et on voit que dans la loi d'assurance chômage, dans la caisse d'assurance chômage, c'est une belle vache à lait. Et ça doit être dur de mobiliser, par exemple, ça arrive, c'est découvert, de mobiliser les chômeurs à venir manifester contre, par exemple, un vol de caisse parce que les chômeurs changent. C'est pas toujours les mêmes qui en souffrent, sinon des régions comme la nôtre. Et là, bien, quand on se dit qu'il y a une région qui, elle, on peut dire, il y a toujours beaucoup de chômeurs.
là, on devient un petit peu le mouton noir aussi, parce que ça paraît pas bien d'avoir une grosse zone avec des chômeurs. C'est facile de se défendre là-dessus, là, quand on dit que les Gaspésiens s'accommodent bien avec le chômage. Mais il faut dire aussi que les deux gouvernements fédéral et provincial n'ont jamais vraiment développé les régions. On parle de l'Abitibi, on parle, si ce n'était que des mines en Abitibi, ça serait une région avec un haut taux de chômage comme la Gaspésie, mais ici, on n'a jamais encouragé l'entrepreneurship en Gaspésie, on n'a jamais encouragé les compagnies à venir s'installer en Gaspésie pour créer des bons emplois, des emplois à l'année. Donc, les gouvernements sont un peu responsables du fait qu'on doit utiliser le régime d'assurance chômage en Gaspésie plus que dans d'autres régions parce qu'on nous a vraiment abandonnés depuis les derniers 25 ans. Ça a fait les nouvelles depuis tant de temps. Tantôt, vous parliez des chômeurs qui sont durs à mobiliser, mais il faudrait que je vous dise que depuis 25 ans où je suis au mouvement, on en a fait des manifestations, des énormes manifestations sur le pont Campbellton, à New Richmond, un peu partout. On a rempli les églises à un certain moment donné pour stimuler les gens à se prendre en main et à combattre les gouvernements. Dans le temps, c'était les gouvernements chrétiens. Mais là, maintenant, je pense que les gens sont un petit peu à bout de souffle. Ils se sentent tellement écrasés par les nouvelles règles de la loi d'assurance chômage qu'ils se concentrent à tenter de travailler, à se trouver un emploi et de ménager leur argent pour les temps difficiles. Bon, c'est un topo quand même assez difficile. Et réaliste. C'est ce qu'on vit ici en région. Vous aurez l'occasion de parler avec beaucoup de gens et ils vont vous parler de l'assurance chômage. Bien, je viens de la ville. Je viens pas de la ville, mais j'ai travaillé longtemps en ville et j'ai jamais eu besoin. Et depuis que c'est un retour en région, j'ai eu besoin quelquefois de l'assurance chômage. J'ai trouvé ça hyper compliqué en partant. Sauf que, effectivement, en ville, il y a une espèce de regard de faire, bon, les chômeurs viennent encore de cette région-là. Alors que quand tu es dedans, tu fais « Mon Dieu, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? » Et même souvent, quand les Gaspésiens arrivent en ville, on leur dit qu'ils viennent voler les jobs de ceux qui sont en ville. Alors, tu sais, c'est comme un non-sens. Bon, bien, il y a du pain sur la planche. Continuez votre bon travail et à répandre la plus ou moins bonne nouvelle. Et du pain sur la planche pour Mme Leboutillier aussi. Oui, certain. Et pour tout le gouvernement fédéral. Absolument. Merci, M. Cousineau, de toute cette culture partagée. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir. Bonjour, je suis Esteban Figueroa, je viens de l'Équateur. Je m'appelle Martin Zibault. Je suis natif de Québec. J'ai vécu à Montréal 1 an. Bonjour, je m'appelle Tomoko Suzuki. Avant, j'habitais au Japon, à Osaka. Après ça, j'ai habité à Québec. Bien intégrés à leur communauté, ces nouveaux arrivants sont une richesse pour notre région. La démographie de la Gaspésie est en souffrance. Nous avons besoin de les accueillir, d'aller les chercher. C'est dans cette optique que la stratégie d'établissement durable des personnes veille à recruter nos futurs citoyens. L'équipe de la stratégie revient d'une campagne de promotion à Montréal.
Écoutons un de leurs outils promotionnels pour convaincre de venir nous joindre. La Gaspésie et les îles de la Madeleine, qui vous souhaitent beaucoup de patience pendant ces heures passées dans le trafic. Pour vivre autrement, visitez gaspésie-îles-de-la-Madeleine.ca. Sandra McNeil, c'est une petite publicité qu'on a entendue à Montréal la semaine passée. Oui, exactement. En fait, on a voulu faire un peu autrement qu'est-ce qu'on fait en termes de recrutement chaque année. La stratégie d'établissement durable fait à peu près une quarantaine d'activités de recrutement annuellement, principalement dans les établissements scolaires pour aller voir les étudiants, les futurs diplômés, et aussi dans les salons de l'emploi, aller voir les chercheurs d'emploi. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est aller toucher les gens dans leur quotidien. Les gens qui sont en emploi, qui ont peut-être le goût, qui pensent peut-être à changer de vie, à changer d'emploi, à changer d'environnement, mais leur manque peut-être le petit coup de pouce pour le faire. Donc, on se dit, si on va les voir dans leur quotidien, leur dire que la Gaspésie et les îles de la Madeleine, bien, c'est peut-être une façon pour eux de vivre autrement, qu'on est là, qu'on existe, qu'on a des choses à leur offrir. Donc, c'est comme ça qu'on a voulu faire pour cette campagne-là qui s'appelait « Vivre autrement » et avec un slogan « Pas de temps à perdre ». Donc, la publicité qu'on a entendue, c'est une publicité qui commanditait les bulletins de circulation. Donc, on s'adressait aux gens vraiment le matin, pendant qu'ils étaient dans la circulation, pendant qu'ils attendaient pour dire « Ça vous prend de la patience pour être dans le trafic. Donc, si vous avez le goût de vivre autrement, bien, vous pouvez penser à la Gaspésie aux îles. Et ce qu'on se disait aux gens aussi sur place, c'est, oui, vous allez peut-être avoir quelques minutes de route à faire, du temps de route à faire pour vous rendre au travail, mais votre route, vous allez être sur le bord de l'eau principalement, que ce soit partout en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, vous allez voir l'eau, vous allez voir des paysages, vous allez rouler aussi. Donc, vous ne serez pas arrêté. Donc, vous allez faire votre route pour aller au travail différemment. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé 3 points stratégiques pour aller rencontrer les gens. Donc, c'est-à-dire le matin avant le boulot, sur l'heure du midi et à la fin du travail le soir. On est allé voir à 3 endroits où on peut aller voir des travailleurs. On a commencé le tout au milieu de la Gauchetière, qui est l'endroit où arrivent les trains de banlieue, les autobus de la Rive-Sud de Montréal. Donc, beaucoup de gens, un flot de circulation vraiment le matin. Les 2 heures ont passé là, très rapidement. Beaucoup de gens qui nous disaient justement « Ah, j'ai pas le temps de vous parler, j'ai pas le temps. » On disait « Bien, justement, en voulez-vous du temps? » Donc, ils nous ouvraient la porte pour pouvoir leur dire, parce qu'ils nous disaient exactement la phrase qu'on disait, « Bien, pas de temps à perdre, justement. » Donc, on a commencé là. Sur l'heure du midi, on est allé sur l'esplanade de la Place des Arts, donc en plein quartier des spectacles, pour voir les gens sur l'heure du midi, un peu plus disponibles aussi pour venir nous parler, un peu plus de temps. Et le soir, on a terminé tout ça à l'UQAM, au pavillon Judith Jasmin, tout près du métro Berry-UQAM. Donc, aller voir, oui, des étudiants, mais aussi des travailleurs qui s'en retournaient prendre le métro. Encore une fois, des gens pressés, mais un petit peu plus de temps pour discuter aussi avec nous. Donc, vraiment des rencontres intéressantes. Donc, c'est aller les voir. C'est des gens qu'on ne voit pas autrement parce que ce n'est pas des gens qui visitent justement les salons de l'emploi ou qui visitent nos kiosques dans les établissements scolaires. Donc, c'est une nouvelle clientèle qu'on voulait aller voir. C'est ça, on a voulu toucher vraiment. Donc, il y avait la campagne publicitaire, il y avait nous qui étaient à différents endroits en ville. On avait effectivement pris 2 panneaux, un à l'entrée du pont Champlain et également un à l'entrée du pont Jacques-Cartier. Les panneaux qui seront là encore pour les 2 prochaines semaines. Donc, les gens encore pourront les voir. Et c'était le même slogan, donc pas de temps à perdre pour vivre autrement la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Et les gens qu'on rencontrait, vous l'avez dit, on leur donnait un chocolat forestier fait par couleur chocolat avec les produits de Gaspésie sauvage, donc pour leur faire goûter la Gaspésie. On leur faisait aussi entendre un peu la Gaspésie avec Juan-Sébastien Larobina qui était avec nous. Donc, il y avait une ambiance musicale aussi et on avait 3 ambassadeurs, donc des gens qui ont fait le choix de revenir ou de venir s'établir dans la région, qui venaient partager leur expérience. Et ça, on a eu des beaux échanges parce que les gens avaient le goût de discuter avec ces gens-là. Comment ça s'est passé pour toi? Fait qu'on a vraiment fait le tour du Québec 2 fois pour voir des endroits, rencontrer des gens, voir si on était... C'était quoi le feeling? On a vraiment marché au feeling beaucoup. Puis quand on est passé en Gaspésie, ça a vraiment fait « Ah, oui, c'est clair. » Enfin, je veux que mes enfants aussi en profitent quand ils vont être grands. Peut-être ils vont décider de rester ici, peut-être pas, ça, on ne sait pas. Mais je veux qu'il y ait un milieu de vie assez dynamique pour qu'ils décident de rester s'ils veulent. Pas qu'ils partent en se disant qu'il n'y a pas de job. C'est pas vrai là non plus. Ça c'est un tabou. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup des entrepreneurs, beaucoup de travailleurs autonomes ici qui viennent ici, qui font des travaux que les gens qui n'ont jamais sorti d'ici ne penseraient pas qu'ils peuvent se faire ici, mais ils font pas. Parce qu'on parle ici de vraiment développer un marché de gens qu'on a besoin. On a besoin d'une ressource, on a besoin de se rajeunir, on a besoin de plus de monde en Gaspésie. C'est parti comment cette mission-là? Bien, en fait, la stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie aux îles est en place depuis 2013, mais il y avait des stratégies pour
La démographie, depuis 2004 dans la région. Il y a eu des stratégies au niveau jeunesse auparavant avec la commission jeunesse. Il y a eu des stratégies aussi en immigration, qui était la conférence régionale des élus qui leadait cette stratégie-là. En 2013, les deux stratégies ont été fusionnées, donc une stratégie globale multiclientèle. Donc vraiment, l'objectif, vous l'avez dit, c'est faire amener des gens ici, des gens de tous âges, de tout horizon, de toute profession, pour qu'ils viennent travailler au développement de la région, des gens qui ont le goût de relever le défi, parce qu'il y a des emplois disponibles, des emplois spécialisés que des travailleurs, des entreprises parfois ont de la difficulté à combler, qui ne sont pas toujours affichés, qui l'ont affiché une fois. Le processus d'embauche n'a rien donné malheureusement, donc ne veulent pas se relancer dans un deuxième processus, attendre de trouver la perle rare. D'autres fois, il y a des emplois qui sont affichés, qu'on voit deuxième, même troisième affichage. Donc, il y a des emplois qui sont disponibles, qu'il n'y a pas les ressources en région avec la formation nécessaire pour combler ces postes-là. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi à l'extérieur. Il y a tout aussi l'entrepreneuriat qui peut être une voie aussi. Donc, la stratégie est là pour ça. Vous l'avez dit, on est là depuis 2013. On est en train de chercher de nouveaux partenaires pour continuer la prochaine année. Donc, on est vraiment là pour répondre à un besoin du milieu. Merci, Sandra McNeil. Merci. Bonjour, je m'appelle Tomoko Suzuki. Avant, j'habitais au Japon, à Osaka. Après ça, j'ai habité à Québec juste quelques mois. Comme le calme avant l'ennui. 3 heures avant le début du spectacle de Viviane Audette, on a eu la chance d'assister à une répétition. Comment ça va? Ça va bien, merci. On a eu un beau soundcheck. On est prêt. Tu vas jouer dans la formule cabaret, très intime. C'est quoi ton pacing, ton setup pour la soirée? J'avais envie de me faire plaisir, vu que je reviens à la maison, puis que je sais que je vais voir des gens que je connais, que je côtoie depuis longtemps. J'avais envie que tout le monde sente que je suis bien, que j'ai envie d'être là. Donc, je fais des chansons de mon dernier album, Le Couloir des Ouragans, mais aussi des chansons que j'ai composées pour le cinéma dernièrement, parce que c'est ce qui m'a beaucoup occupée. Donc, je fais 2 chansons du film Gurov and Anna de Raphaël Ouellette. Et aussi, je fais une chanson... J'ai composé pour d'autres artistes dans les dernières années. J'ai fait des musiques pour d'autres interprètes. Et je fais la chanson, entre autres, Le Phare de Sandra Lecouteur, dont j'ai fait la musique. Et 1 ou 2 chansons de mon premier album. Fait que c'est vraiment comme un espèce de portrait de plusieurs de mes vies musicales parallèles qui, aujourd'hui, s'entrecroisent ici à New Richmond. Et on s'attend à quel instrument sur scène? Il y en a quand même Robin qui joue plusieurs instruments. Toi, tu es à 2-3 aussi. Oui, c'est ça. On s'amuse à faire nos multi-instrumentistes. Bien, premièrement, je suis vraiment chanceuse parce qu'ici, à la salle de New Richmond, ils ont un magnifique piano à queue. Donc, je suis derrière le beau piano à queue presque tout le long du spectacle. Mais j'ai aussi mon beau Wurlitzer, qui est un vieux piano des années 60. 60, j'allais dire 70, mais non, c'est vraiment début 60. Un petit piano qui sonne très métallique. Je joue du banjo lélé. Mon chum joue aussi du banjo lélé. C'est comme un ukulélé mélangé avec un banjo. C'est un spectacle qui dure environ 1h20, 1h15, 1h20. J'aime faire les spectacles dans un souffle. Je sais pas, des fois, les entr'actes, je trouve que ça coupe un petit peu l'élan. Puis je l'ai vraiment construit comme vraiment un ensemble. Donc, j'espère que les gens, ça va leur plaire. Le Couloir des Ouragans, c'est un peu la fin de ta tournée. Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce cheminement-là? Bien, en fait, Le Couloir des Ouragans, c'est mon 2e album que j'ai sorti il y a 1 an et demi déjà. Et je l'ai tourné, j'ai fait des concerts à Montréal, autour de Montréal. Et là, de le présenter en Gaspésie, c'était comme un peu l'arrêt ultime, en fait. L'arrêt du projet, parce que, on est un peu à la fin de la run, comme on dit, de l'album. Après 1 an et demi, maintenant, tu sais, le cycle serait de recomposer des nouvelles chansons, repartir pour la suite. Donc, de m'arrêter ici en Gaspésie puis de présenter mon concert, ces chansons-là, aux gens que je connais, qui me suivent depuis le début, c'est comme ça vient boucler la boucle. Ouais. Si tu me dis que tu es en train de fermer quelque chose, c'est peut-être quelque chose d'autre qui va s'ouvrir aussi éventuellement. Ça bougeait beaucoup, nouvelle maman, toujours comédienne aussi. Et est-ce que tu commences à penser à des sujets d'écriture pour un prochain album?
Ben, en fait, dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de musique, mon propre projet, là, Le Couloir des Ouragans, mais j'ai aussi beaucoup composé pour le cinéma. J'ai fait les musiques des films de Raphaël Ouellette. Are you still writing about me? Yes. We're going to be amazing. On dirait que de composer pour l'image, composer pour les autres, j'ai aussi composé pour Sandra Lecouteur, pour d'autres interprètes, d'autres chanteuses, ça m'a vraiment inspirée. Pour ce qui est de l'écriture des textes, je me sens pas encore très inspirée, honnêtement, mais je me sens très inspirée musicalement. Donc, peut-être que je vais aller me chercher des collaborateurs au texte, puis que je vais vraiment me concentrer sur la musique. J'ai envie de revoir un peu ma façon de créer pour Le Couloir des Ouragans, puis pour mon premier album qui s'appelait Le Long Jeu. Souvent, j'écrivais les paroles en premier, puis ensuite de ça, je mettais la musique. J'étais un peu, en quelque sorte, esclave des mots. Mais là, depuis quelques années, comme j'ai composé beaucoup pour le cinéma, comme j'ai été vraiment très dans la musique, bien là, j'ai envie que la musique soit vraiment plus le lead du projet. J'aime explorer des nouvelles avenues dans les instruments parce que ça me dicte une nouvelle voie à suivre. Donc, oui, peut-être que... J'ai écouté beaucoup de nouvelles musiques aussi, les Agnès Obel, qui était vraiment une belle influence pour moi dernièrement. C'est une chanteuse, je pense, de la Scandinavie, qui est très pianistique, avec une voix. Donc, j'ai envie, en tout cas, le prochain projet risque d'être assez différent du dernier, ne serait-ce que de par ma façon que je vais le composer, puis de par mes influences musicales qui sont un petit peu étoffées depuis. C'est l'Halloween bientôt. Il y aura une soirée au Club des 50 ans et plus, l'Amicale, pour souligner la chose. C'est samedi le 31 octobre prochain à 21h avec disco au 18 2e Avenue Est à Passepébiac. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Pédis organise un après-midi amateur le 1er novembre à 13h30 au centre communautaire de l'endroit. La musique sera de Georges et Ronald. On vous attend en grand nombre. Pour une 3e année, on vous convie à la Semaine du patrimoine et de l'histoire de Passepébiac. Le tout débute le mercredi 28 octobre avec un 5 à 7 pour lancer les événements de façon officielle. Ce sera suivi à 19h d'une conférence avec l'historien Jean-Marie Thibault et ce sera sur les gens des îles de la Manche, les Anglo-Normands. Le lendemain, jeudi 29 octobre, il y aura les Grands de Passepébiac à 17h30. C'est un souper traditionnel suivi d'un spectacle. Le vendredi 30 octobre, il y aura causerie avec Lucie Delarosbille à 19h sous le thème « Une ligne de vie en généalogie et l'histoire de Passepébiac ». Les événements, la fête va se clôturer le samedi 31 octobre avec une fête d'Halloween pour toute la famille de 13h à 16h, maquillage, collation, bricolage, activités prévues pour tout le monde. Toujours au Centre culturel de Passepébiac, le dimanche 1er novembre à 14h, il y aura du cinéma avec le tout nouveau Testament. À la salle de spectacle New Richmond, on présente vendredi le 30 octobre à 20h Randall Spear, André Lavergne et John McGill. C'est un spectacle d'auteurs, compositeurs, interprètes qui réunit les musiques racines comme le folk, le roots, le blues et le country. Irvin Blais, auteur, compositeur, interprète, marque au fer rouge avec ses textes inspirés du quotidien sur des rythmes country, tantôt rock, tantôt rétro, tantôt folk. Et ça va se passer jeudi le 29 octobre, toujours à la salle de spectacle New Richmond à 20h. C'est ce qui met fin à nos nouvelles d'ici. On vous souhaite de passer un joyeux Halloween et merci d'être là.